Bienvenue sur Général Paranormal. Écoutez bien cette histoire réelle et intrigante, celle de la bête des Vosges. La bête des Vosges serait un animal mystérieux qui a sévi entre 1977 et 1978 dans le massif des Vosges, France, en s'attaquant au bétail. Sa médiatisation est devenue un véritable fait de société et de nombreux chasseurs ont été mobilisés pour le traquer, en vain. Un prédateur insaisissable. C'est plus d'une centaine de moutons, quelques vaches, un taureau et un poulain, qui sont retrouvés égorgés entre Châtel-sur-Moselle, Rambervillers et la Bresse de mars 1977 à janvier 1978. Malgré de nombreuses battues, l'animal reste introuvable pour les chasseurs. La psychose s'installe dans les villages, et la machine médiatique s'emballe. 3 photographies ont été prises, montrant une sorte de gros canidé. On parle d'un chien errant, d'un loup, d'un dingo échappé d'un zoo. Mais on évoque bientôt la piste d'un chien dressé par un éleveur de la région pour se venger de vieilles rancunes, ou par pur sadisme. Certains habitants pensent que la bête est lâchée de nuit dans les champs, puis récupérée au matin, avec un véhicule. La suspicion se porte également sur un dénommé Manfred Reinhardt, industriel allemand et propriétaire du château d'Adigny-les-Verrières. Certains racontent qu'il aurait été officier pendant la Seconde Guerre mondiale, et qu'il aurait dressé des molosses à tuer. Le Nouvel Observateur écrira « L'Allemand du Grand Domaine, dont le manoir est plein de trophées d'éléphants, de grizzlies, de buffles massacrés aux 4 coins du monde, monte chaque nuit la garde, avec son fusil à lunettes, en haut des miradors qu'il a dressés dans la forêt. Et ira jusqu'à comparer les clôtures à celles d'Auschwitz. Reinhardt est victime d'un véritable lynchage public et médiatique. L'affaire va jusqu'au tribunal. Puis la bête disparaît mystérieusement comme elle est apparue. À ce jour, son identité zoologique reste inconnue. Quelques années plus tard, en 1994, une louve est affublée du sobriquet de « bête des Vosges ». Elle sévit pendant plusieurs mois, attaque des troupeaux. Elle attaquait dans les Vosges, dans le Jura suisse, en Bourgogne, en Franche-Comté avant de revenir dans les Vosges. En 2011, après 17 ans d'absence, apparemment une nouvelle bête aurait attaqué à nouveau des troupeaux de moutons dans les montagnes des Vosges. Dans le village de Ventron, 40 moutons sont retrouvés morts en moins d'un mois. L'événement marque par ailleurs le retour officiel du loup dans le massif des Vosges, un siècle après sa disparition. Lorsque l'on met en regard la bête des Vosges des années 1977 à 1978 avec la bête du Gévaudan du XVIIIe siècle, on découvre bien plus qu'un simple parallèle entre 2 prédateurs insaisissables. Ces 2 histoires, séparées par plus de 2 siècles, révèlent en réalité 2 moments très différents de la société française, 2 rapports distincts à la nature, à la peur, au pouvoir et au mystère. La bête du Gévaudan surgit dans une France encore profondément rurale, superstitieuse et marquée par les restes d'un moyen âge mental où le surnaturel cohabite avec le quotidien. Alors que la bête des Vosges, elle, apparaît dans un pays moderne, industrialisé, où l'information circule vite, où la science est censée rassurer, et où l'inconnu prend une forme nouvelle, presque bureaucratique, mais toujours profondément troublante. Dans les montagnes du Gévaudan, entre 1764 et 1767, la peur prenait le visage d'un animal qui s'attaquait aux humains. Des femmes, des enfants surtout, retrouvés déchiquetés, parfois en plein jour. Ce n'était pas simplement un prédateur. C'était une entité malfaisante, un fléau, un signe du courroux divin pour certains, une énigme terrifiante pour d'autres. La France monarchique y voyait un défi à l'ordre royal, un scandale qui ridiculisait un pouvoir déjà affaibli. Quant aux habitants du Gévaudan, ils cherchaient un sens, une explication, et ne l'ayant pas, ils en forgeaient 1000. La bête n'était plus seulement un animal, elle devenait un symbole, un mythe vivant qui marchait dans les forêts et hantait les esprits. Dans les Vosges des années 1970, le décor est entièrement différent. On ne parle plus d'une monarchie en crise, ni de villages coupés du monde. Le téléphone existe, la télévision pénètre les foyers, les routes relient les communes. Pourtant, lorsque les troupeaux de moutons commencent à être retrouvés égorgés, la peur surgit avec une intensité étonnamment proche de celle du Gévaudan. Non pas une peur mystique ou religieuse, mais une angoisse économique, presque pragmatique. L'agriculture est fragilisée, chaque mouton compte, et l'ombre d'un prédateur inconnu menace les modestes exploitations. Rien de spectaculaire, pas de victimes humaines, pas de traces d'un monstre défiant les lois de la nature. Mais la rumeur, elle, s'en charge. Elle grossit, se tord, se nourrit de silence et de doute. Et comme souvent dans les affaires modernes, elle trouve une cible humaine. Là où la bête du Gévaudan demeurait une créature insaisissable et quasi surnaturelle, celle des Vosges devient rapidement un prétexte à soupçonner un voisin, un étranger, un notable. L'Allemagne est proche, l'histoire pèse, et un homme fortuné, Manfred Reinhardt, propriétaire d'un vaste domaine, devient en quelques jours le personnage idéal pour cristalliser les peurs. On l'accuse de tout, d'avoir dressé des chiens meurtriers,
d'avoir construit des miradors, de rejouer des scènes de chasse inquiétantes. La presse, avide de sensationnel, le transforme presque malgré elle en figure narrative, un méchant de roman contemporain. Dans le Gévaudan, le monstre était animal. Dans les Vosges, il devient social. Pourtant, les deux histoires se rejoignent par leur capacité à mettre à nu les peurs profondes de leur époque. La bête du Gévaudan trahissait la fragilité d'une société vivant à proximité immédiate du sauvage, où les loups étaient encore des forces de la nature indomptées et omniprésentes. La bête des Vosges, elle, révèle une société qui a presque oublié la nature, mais s'effraie soudain lorsque quelque chose rappelle que le sauvage n'a jamais totalement disparu. La première affaire parle d'une confrontation entre l'homme et un animal mystérieux. La seconde parle d'une confrontation entre l'homme et sa propre imagination, exacerbée par les médias, la modernité et les tensions invisibles d'un monde rural en mutation. Même leur fin marque une différence fondamentale. Dans le Gévaudan, l'histoire se conclut de manière presque mythologique. Un chasseur au nom resté célèbre, Jean Chastel, abat la vraie bête, ou du moins celle que l'on décidera être la bonne. L'autorité y trouve une résolution symbolique, un moyen de refermer la plaie narrative. Dans les Vosges, au contraire, tout s'arrête dans le silence. L'animal, quel qu'il ait été, disparaît. Pas de cadavre, pas de certitude, pas de héros. Juste un mystère suspendu, parfait pour nourrir les conversations, mais frustrant pour les esprits rationnels. Et c'est peut-être là la plus grande différence. La bête du Gévaudan appartient désormais à la légende nationale, à l'histoire collective, à la littérature et au cinéma. La bête des Vosges appartient plutôt au folklore contemporain, à cette zone trouble où le réel et les rumeurs se mélangent, où le passé rural rencontre la modernité médiatique. Pourtant, toutes deux partagent cette capacité rare de transformer un animal, ou peut-être même l'idée d'un animal, en miroir de l'époque qui le voit surgir. Dans le Gévaudan comme dans les Vosges, la bête, qu'elle soit réelle ou fantasmée, n'a jamais simplement été un prédateur. Elle a été un révélateur, un catalyseur, une incarnation des peurs, des tensions et des rêves d'une région, d'un peuple et d'un temps. La comparaison entre la bête des Vosges, 1977 à 1978, et la bête du Gévaudan, 1764 à 1767, met en lumière deux épisodes emblématiques de l'histoire rurale française, dont la portée dépasse largement la simple question d'un prédateur inconnu. Bien que séparés par plus de 2 siècles, ces deux affaires fonctionnent comme des révélateurs privilégiés des peurs collectives, des représentations de la nature et des formes de médiatisation propres à leur époque. Leur confrontation permet ainsi d'interroger le rapport social au sauvage, les dynamiques de la rumeur, ainsi que les dispositifs politiques et médiatiques mobilisés pour maîtriser symboliquement un phénomène perçu comme anormal. Dans le Gévaudan du XVIIIe siècle, la bête apparaît dans un contexte marqué par la prégnance des croyances religieuses, la fragilité économique des populations rurales et la méfiance envers un État monarchique qui peine à s'imposer sur les territoires enclavés. Les attaques visant prioritairement des humains, en particulier des femmes et des enfants, confèrent immédiatement à l'affaire une dimension traumatique qui dépasse la simple prédation animale. L'animal, mal décrit mais unanimement perçu comme démesuré et doté d'une férocité inhabituelle, devient progressivement l'objet d'une construction symbolique complexe. Il est simultanément perçu comme châtiment divin, créature démoniaque ou produit d'un désordre moral et politique. L'intervention directe du pouvoir royal, la multiplication des battus et l'implication des élites locales participent à faire de la bête un enjeu national, où l'autorité politique cherche à restaurer son prestige en rétablissant l'ordre au sein d'un territoire présenté comme rétif à sa domination. A l'inverse, la bête des Vosges émerge dans un contexte de modernité avancée, où les outils de communication, les savoirs zoologiques et les institutions administratives ne laissent théoriquement que peu de place à l'inexpliqué. Pourtant, l'apparition d'un grand canidé s'attaquant exclusivement à des animaux domestiques révèle des fragilités structurelles du monde rural contemporain. Déclin économique de l'élevage traditionnel, sentiment d'abandon institutionnel et difficulté à maintenir une cohésion communautaire dans un espace où les solidarités se délient. Dans ce cas, le prédateur ne menace pas directement les humains. C'est la stabilité économique et symbolique des exploitations agricoles qui se trouve mise en péril. Ainsi, alors que la peur du Gévaudan repose sur une terreur physique et existentielle, celle des Vosges se cristallise autour d'une angoisse économique et sociale. La médiatisation constitue un autre point de divergence majeur entre les deux affaires. Au XVIIIe siècle, les gazettes et correspondances construisent une dramaturgie qui amplifie la portée du phénomène, mais dans un cadre discursif encore relativement limité. La bête du Gévaudan devient rapidement un récit partagé à l'échelle du royaume, notamment parce qu'elle permet de mettre en scène la tension entre un pouvoir central contesté et un espace rural perçu comme indompté. En revanche, dans les Vosges, la présence quasi immédiate de la presse régionale et nationale, ainsi que de la télévision, génère une surmédiatisation qui, loin d'éclairer l'affaire, contribue à l'envelopper d'un halo de suspicion.
La figure de Manfred Reinhardt, industriel allemand, illustre ce déplacement. La bête cesse d'être seulement animale pour devenir le support d'une construction sociale où se cristallisent les représentations du pouvoir économique, de l'altérité nationale et de la violence symbolique. Cette dimension humaine est absente, ou marginale, dans le cas du Gévaudan, où le monstre reste, avant tout, l'incarnation d'un imaginaire animal débridé. Les issues des deux affaires confirment leurs différences structurelles. Dans le Gévaudan, la mort de la bête attribuée à Jean Chastel permet de clore symboliquement l'épisode, même si la réalité zoologique demeure sujette à caution. Cette résolution, acceptée par les institutions et relayée par la mémoire collective, offre une conclusion narrative cohérente qui transforme l'événement en légende nationale. Dans les Vosges, au contraire, l'absence de dénouement clair, aucun animal formellement identifié, aucune responsabilité établie, maintient l'affaire dans un registre de mystère non résolu. Cette indétermination nourrit un folklore contemporain qui se réactive à chaque retour du loup dans la région, comme en 1994 puis en 2011. Ainsi, si les deux bêtes partagent des traits superficiellement similaires, prédation, peur collective, mobilisation locale, elles incarnent deux formes distinctes de rapport au sauvage. La bête du Gévaudan illustre l'imaginaire prémoderne d'une nature hostile et moralement chargée. La bête des Vosges révèle, au contraire, l'inquiétude moderne face à une nature que l'on croyait parfaitement maîtrisée, mais qui ressurgit dans un paysage rural fragilisé. Dans les deux cas, l'animal fonctionne moins comme une réalité biologique que comme un support d'interprétation sociale, symbolique et politique. La comparaison montre ainsi comment une société projette sur un phénomène ambigu ses inquiétudes les plus profondes et comment ces projections varient selon l'époque, les structures de communication et la place accordée aux sauvages dans l'imaginaire collectif. L'insaisissabilité de la bête des Vosges, tout comme celle de la bête du Gévaudan avant elle, n'est probablement pas une coïncidence. Ces deux affaires montrent la même mécanique sociale. Lorsque la peur s'installe et que le réel devient difficile à expliquer, la population oscille entre croyances contradictoires et interprétations improvisées. Le flou, plutôt que d'apaiser, produit un besoin urgent de certitude, même artificielle. Et dans ce type de contexte, il est toujours tentant d'accuser ce qui incarne le mieux, dans l'imaginaire collectif, le sauvage, la menace ou le bouc émissaire idéal. Le loup a souvent occupé ce rôle. Dans l'affaire du Gévaudan, son image préexistante de prédateur maléfique a permis de justifier des campagnes d'éradication d'une ampleur impressionnante. Plusieurs milliers de loups furent abattus dans les décennies suivantes, alors même que l'identité réelle de la bête n'a jamais été établie avec certitude. Cette destruction massive, motivée davantage par la peur que par les faits, a durablement modifié l'écosystème français. La disparition presque totale du loup est autant la conséquence d'un mythe que d'une politique cynégétique. Dans les Vosges, un siècle plus tard, la situation est inversée. Le loup a disparu du massif, et précisément parce qu'il n'y a plus de prédateurs commodes à accuser, les soupçons se dispersent dans toutes les directions. Un chien errant, un félin, une hyène, un animal exotique, un dingo, un chien dressé, un propriétaire fortuné, une vengeance entre éleveurs. Chaque hypothèse témoigne d'une tentative de remettre de l'ordre dans un événement qui échappe à la compréhension. Le fait que la gendarmerie, les chasseurs et des battues massives n'aient apporté aucun résultat ne fait qu'alimenter la frustration collective. Ce vide explicatif est comblé non par des faits, mais par le désir urgent d'une conclusion. Comme souvent dans les situations où l'opinion publique se sent menacée, la demande de coupables devient presque plus importante que la recherche de la vérité. Pour calmer les esprits, justifier les moyens engagés ou maintenir la confiance dans les institutions, les autorités, tout comme les médias, tendent à proposer des explications hâtives, rassurantes ou simplement suffisamment plausibles pour permettre à la population de tourner la page. Cela ne signifie pas nécessairement qu'il y ait manipulation volontaire, mais cela révèle un besoin collectif d'ordre narratif. Il faut que l'histoire se termine, même si la fin est bancale. Dans des contextes de panique sociale, le coupable importe parfois moins que l'existence d'un coupable. On accuse ce qui est disponible, ce qui est symboliquement chargé, ce qui incarne l'inconnu ou la menace. S'il fallait incriminer un animal marin comme le grand requin blanc, il aurait certainement été accusé d'être le coupable. Certains n'hésiteraient pas à le faire, pourvu que cela apaise leurs angoisses et ramène l'ordre public. L'affaire de la bête des Vosges reste effectivement non résolue, comme celle du Gévaudan, malgré les affirmations officielles, les reconstructions narratives et les explications finales, souvent proposées a posteriori. La différence, c'est qu'au XVIIIe siècle, on pouvait encore clore une histoire en désignant un animal tué comme la bête. Dans les années 1970, cette stratégie devient plus difficile, parce que la transparence attendue des institutions est plus forte et que les preuves matérielles sont exigées. En définitive, ce que montrent ces deux affaires, c'est la difficulté de toute société, moderne ou prémoderne,
accepter l'incertitude. Lorsqu'un phénomène échappe à la compréhension immédiate, l'explication, même fragile ou fantaisiste, devient parfois plus rassurante que l'absence de réponse. Pourtant, les faits demeurent. Dans les deux cas, le mystère n'a jamais été entièrement levé, et ce que l'on raconte encore aujourd'hui tient souvent plus de la rationalisation a posteriori que du savoir vérifié. Lorsqu'on évoque le loup-garou, on imagine souvent une créature fantastique, un mythe archaïque, quelque chose que la raison moderne a relégué dans les contes ou le cinéma. Pourtant, cette figure hante depuis longtemps l'imaginaire humain, et si elle surgissait réellement dans notre monde contemporain, l'onde de choc serait incommensurable. Il ne s'agirait pas simplement d'un phénomène zoologique ou criminel, c'est tout l'édifice symbolique et rationnel sur lequel reposent nos sociétés qui vacilleraient. Car un loup-garou n'est pas qu'un animal étrange. C'est un être qui brouille les catégories indispensables à notre manière d'organiser le réel. Ni totalement humain, ni totalement bête. Les civilisations ont besoin de frontières claires, de distinctions stables. L'humain se distingue de l'animal, le naturel du surnaturel, le rationnel de l'irrationnel. Une créature hybride jette à bas ses frontières et plonge l'esprit dans une confusion vertigineuse. Devant un loup-garou authentique, ni la science, ni la religion, ni les institutions n'auraient les mots, ni les outils, pour comprendre ou maîtriser la situation. Il suffirait d'une seule preuve irréfutable pour que tout s'effondre. C'est précisément pour éviter une telle rupture que les sociétés, depuis des siècles, préfèrent détourner le regard ou attribuer les phénomènes troublants à des causes plus rassurantes. Accuser un loup, un ours, un chien errant ou un criminel isolé, c'est maintenir le monde dans un cadre intelligible. Quand un troupeau est massacré ou lorsqu'une silhouette mystérieuse rôde dans les bois, le cerveau humain cherche d'abord la cohérence, pas la vérité. La cohérence est ce qui apaise, ce qui stabilise. Un loup, même dangereux, reste un animal classé, répertorié, explicable. Un fou meurtrier reste humain, donc relevant de la justice, de la psychiatrie, des institutions. Mais un hybride, un être qui traverse les catégories, cela échappe à toute prise. Pendant des siècles, le mythe du loup-garou a permis de donner forme à des angoisses profondes. La peur de l'homme qui perd le contrôle de lui-même, la crainte de voir surgir la part animale que la civilisation s'efforce de canaliser, ou encore la menace d'un sauvage intérieur. Ce mythe a fonctionné comme un miroir. Il montrait le danger, mais de manière symbolique, comme un avertissement, jamais comme une réalité physique. Tant qu'il reste un récit, il protège. Il canalise les peurs, il les localise dans un espace imaginaire où l'on peut les affronter sans risquer de voir le monde réel se fissurer. Mais si un jour une créature véritablement mi-homme mi-animal apparaissait, si elle défiait les lois de la nature et de la raison, alors l'humanité serait confrontée à une angoisse d'un tout autre ordre. Les religions seraient forcées de réinterpréter leur cosmologie. Les sciences perdraient leur autorité explicative. L'État peinerait à maintenir l'ordre public face à une peur qui ne relèverait plus du crime ou du risque animal, mais du gouffre ontologique. Une telle apparition ne provoquerait pas seulement la panique, elle ferait vaciller la structure même du réel tel que nous le concevons. C'est pourquoi, dans toutes les grandes affaires de « bêtes mystérieuses », de la bête du Gévaudan à la bête des Vosges, la société choisit instinctivement de rejeter toute hypothèse surnaturelle ou hybride. Non par rationalité, mais par instinct de survie collective. Ce n'est pas la vérité qui importe alors, mais la stabilité du monde. On préfère 1000 fois accuser un loup, un chien, un marginal, un étranger, ou même un complot absurde, plutôt que d'admettre une entité qui mettrait à bas les fondations psychiques de notre civilisation. Le loup-garou, au fond, est la limite absolue, la frontière que l'esprit humain ne veut pas franchir. Tant qu'il reste une fiction, il fascine et inquiète à distance. S'il devenait réalité, il ne provoquerait pas une simple peur, il ouvrirait une brèche dans notre manière d'exister. Et c'est précisément pour éviter cet abîme que les récits de bêtes mystérieuses cherchent toujours une explication rassurante, ou du moins acceptable, même si cette explication est incomplète, fragile ou inventée. Merci de votre écoute.